bonsoir tout le monde. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà parmi nous. Alors, merci, je vous souhaite la bienvenue. Bien contente que vous soyez là à notre premier webinaire, dans le fond, de la saison. Donc, on a 6 webinaires cette année à vous offrir au PREL qui vont se rendre jusqu'au mois d'avril. Donc, ce soir, notre premier webinaire. Donc, je me présente. Je m'appelle Isabelle Gosselin. Je suis agente de développement au PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Et puis, ça va être moi qui va être votre animatrice pour la soirée. Dans quelques instants, notre webinaire « La littérature jeunesse autrement, une approche qui a du punch » va commencer. Vous allez être en compagnie d'Olivier Hamel, qui est bibliothécaire scolaire et nouvellement auteur jeunesse. Il est aussi spécialiste du manga, formateur et puis animateur et conférencier. Bonsoir Olivier. Bien contente de t'accueillir avec nous. Bonsoir. Oui. Merci. Alors, je ne sais pas exactement combien de personnes sont présentes, mais je sens qu'il y en a quelques-unes, donc je suis quand même intimidé. Avant que je me présente officiellement, je vais essayer de ne pas trop faire ça parce que ça crée de l'ombre, étonnamment. Vous êtes en direct de ma cuisine, c'est la magie des conférences en ligne depuis la pandémie, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça se peut que vous entendez un peu de bruit, je suis désolé, je vis à Montréal dans un petit condo, donc j'ai pas énormément de place et j'ai 2 jeunes filles qui sont en train de faire la routine du dodo. Il se pourrait qu'à un moment, il y ait un peu de bruit, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis pas habitué d'intervenir dans un mode où je vois pas les gens, souvent même en ligne avec les jeunes, parce que j'ai fait plusieurs tests en ligne avec les jeunes dans les dernières années. J'aime bien voir les classes, voir des visages, voir le visage des jeunes, voir le visage des enseignants. Donc, effectivement, nous, notre espace d'interaction, c'est le chat. Oui, il y a un moment qui est réservé à la toute fin pour poser des questions, ce fameux 15 minutes. Mais n'hésitez pas, je vais essayer de garder le chat pas loin pour voir certains commentaires apparaître et on va pouvoir aussi m'aider à l'occasion s'il y a des questions qui apparaissent pour qu'on puisse y répondre en live. Et soyez pas gênés. Je préfère grandement répondre aux questions au fil et à mesure de la présentation. Donc, soyez vraiment pas, n'hésitez pas en fait à me poser toutes les questions que vous voudrez. Je suis d'ailleurs, je vois là, je vais revenir au slide, mais je vois que il y a déjà plusieurs personnes qui se présentent dans le chat en disant bonjour. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Et pour ceux qui vont nous rejoindre dans quelques secondes, ça me fait un plaisir d'être avec vous. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer de suivre le topo. D'habitude, je suis bon avec les jeunes. On va voir ce que ça donne en ligne. Je vais quand même prendre le temps de me présenter avant toute chose. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Olivier Hamel, alias le biblioboxeur, alias le biblio-yogi. Je suis bibliothécaire scolaire depuis bientôt 13 ans à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, où j'ai débuté ma carrière. Mais pour les enfants, je vais un peu me présenter comme je me présente aux jeunes et moins jeunes. En fait, j'interviens dans les écoles de la maternelle au secondaire. J'interviens aussi dans les bibliothèques publiques. Je suis devenu conférencier au fil du temps. J'interviens aussi d'ailleurs dans les Laurentides dans un centre de désintoxication pour jeunes où je fais des activités avec des adolescents qui ont des problèmes de consommation. Donc, je suis bibliothécaire depuis 13 ans, comme je le disais, mais je suis un bibliothécaire un peu spécial puisque quand je dis bibliothécaire, généralement, peut-être qu'il y a des bibliothécaires avec nous dans ce soir. Généralement, je posais encore la question cet après-midi à des jeunes de secondaire 3 dans une école secondaire, où je parlais de mon métier. Puis quand je disais à quoi vous pensez quand on dit bibliothécaire, le premier mot qui vient spontanément à l'esprit, c'est quelqu'un qui classe des livres dans des rayons. Je suis à l'extrême opposé de cette définition un peu plus classique du bibliothécaire, qui a elle-même évolué là, dans les 20 et 30 dernières années. Mais moi, je suis vraiment plus un médiateur. Je suis un pont entre le livre et les jeunes. Et depuis que je suis tout jeune, je suis passionné de littérature. Et c'est ça qui m'a amené, après un parcours sinueux, je vais vous en parler dans quelques secondes, à devenir bibliothécaire. Quand je me présente aux jeunes, je me présente ainsi. Je dis bonjour à tous et à tous. Mon nom est Olivier, bibliothécaire et aventurier. Pour me définir, j'ai inventé un mot qui n'existe pas. Biblio-boxeur ou biblio-yogi. Pourquoi? Parce que d'un côté, je suis maniaque de sport et de l'autre, je suis maniaque de livres. En sport, c'est pas des blagues, j'ai vraiment un biblio-boxeur, c'est parce que j'ai été boxeur.
Pendant 5 ans, j'ai suivi des cours de boxe, j'ai fait des combats que j'ai perdus parce que je reste un bibliothécaire. Mais j'ai vraiment pratiqué la boxe, j'ai pratiqué longtemps l'escalade, je pratique la natation, le vélo. J'ai fait plusieurs grands périples, un peu en France, un peu partout. D'ailleurs, à 18 ans, j'ai pris un vélo puis j'ai roulé en 6 jours. J'ai fait Montréal-Boston à vélo. Donc, je me considère quand même, avant toute chose aussi, comme une sorte d'aventurier. Un peu moins désormais, puisque je reste un aventurier du quotidien, mais avec 2 filles, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, je suis donc un sportif d'un côté. De l'autre, je suis un passionné de littérature. J'adore 2 genres littéraires en particulier depuis ma plus jeune enfance. C'est les livres dont je me souviens le plus. Je suis un fanatique de science-fiction, donc des romans qui se passent dans un futur proche ou lointain. Je suis un fan fini de fantasy, dragons, chevaliers, etc. Je suis aussi une encyclopédie vivante de l'univers des super-héros. Je peux répondre à toutes les questions qu'on me pose sur les personnages de Marvel, entre autres. Je suis aussi un fan fini de ces petits objets qu'on appelle des mangas, que certains d'entre vous doivent connaître si vous avez des enfants à la maison, si vous êtes enseignant. Je suis aussi un fan fini des jeux de société et des livres-jeux sous toutes leurs formes. Je vous en reparlerai. Je joue à l'occasion aux jeux vidéo. Bref, je passe même des soirées à lire des livres de règles de jeux de société, des règles de jeux de rôle. Je suis vraiment un passionné. Pour la petite histoire, je tiens quand même à vous le dire parce que j'aime bien parler de mon parcours quand je fais des conférences et des ateliers. Je suis un ex-décrocheur. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu de la difficulté à me concentrer à l'école. On avait déjà remarqué ça à la maternelle. Puis, tout au long de mon primaire, on a vu que j'avais, à l'époque, on disait hyperactif. Donc, on m'a même, j'ai reçu un message. On m'a même médicamenté à partir de la 5e année, j'ai commencé à prendre à l'époque ce qu'on appelait du Ritalin. Les noms ont changé aujourd'hui. Les termes aussi, on parle de TDAH. Donc, j'en étais un et j'en suis sans doute toujours un. Et là, j'ai eu plusieurs difficultés. Au secondaire, j'ai été renvoyé d'un collège privé à Rawdon où il y avait juste des garçons. J'ai découvert certaines choses qu'on découvre à l'adolescence. Je me suis retrouvé dans une grosse polyvalente et là, j'ai eu énormément de difficultés scolaires. Je me suis mis à redoubler. J'ai été dans des troubles de comportement, dans des classes de troubles de comportement. Et ça a été difficile. J'ai dû terminer mes études dans un centre de formation pour adultes où j'ai réussi à raccrocher. Par la suite, j'ai fait des études collégiales, des études universitaires et je suis devenu un bibliothécaire. C'était pas par vocation, c'était bel et bien parce qu'à 30 ans, j'avais besoin d'argent. Je voyais quand j'avais fait des études en histoire, puis je voyais que j'aurais pas de débouchés. Et comme plusieurs, je me suis dit, je vais aller vers la bibliothéconomie à l'Université de Montréal pour essayer de trouver un débouché. Et j'ai été engagé par une commission scolaire et dès le début, on m'a dit, en gros, ton travail, il y avait 2 vieux monsieur qui étaient près de la retraite qui m'ont dit, ton travail, c'est de donner envie de lire aux élèves par tous les moyens possibles. Et c'est ce que j'ai fait depuis 13 ans. Je me suis laissé aller et peu à peu, j'ai développé ma créativité pour construire toutes sortes de projets. Ces projets, je les réalise, comme je le disais, de la maternelle au secondaire 5, avec toutes sortes de clientèles, des élèves qui ont des difficultés de comportement. J'ai une relation toute privilégiée avec les autistes, avec qui j'adore travailler. Et une de mes clientèles étonnamment préférées, après toutes celles-ci, c'est la douance. J'adore faire des projets avec les jeunes doués. Et avec eux, là, j'ai construit toutes sortes de projets incroyables autour de plein d'autres sujets dont j'aurais aimé vous parler, mais je n'aurai pas le temps ce soir. J'ai choisi de vous parler. En fait, ça, c'était pour les présentations. D'ailleurs, je peux tout de suite voir si jamais quelqu'un ou quelqu'un veut me poser une question relative à mon parcours personnel ou à mon parcours de bibliothécaire. Je répète que je travaille au centre de services Marguerite Bourgeois à Montréal depuis 13 ans. Mais je fais aussi des interventions, là, comme je le répète, un peu partout, même dans les Laurentides, dans la Naudière, etc. J'ai oublié de vous le dire, mais aussi, depuis quelques années, depuis en fait 2 ans, j'ai un nouveau travail. Et ce travail est le travail le plus stimulant que j'ai jamais eu de ma vie, puisque après des années à cogiter, à réfléchir, pendant que j'intervenais avec les jeunes, j'ai pensé à l'idée d'écrire, mais à titre d'ex-décrocheur, quelqu'un qui a quand même eu longtemps de la difficulté à écrire en français, j'étais quand même gêné, mais je suis devenu, et j'en suis très, très fier, écrivain jeunesse, puisque j'ai déjà 2 tomes de Paris aux éditions Presse Aventure d'une série qui s'appelle Vignatia Ninja, dont je vais vous parler à la toute fin. Je vais me garder un bon moment pour vous parler de ce projet-là parce que c'est le projet qui m'emballe le plus. Donc voilà pour les présentations.
Ce soir, avec vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vous propose pour cette première formation un trio. On va regarder 3 manières de travailler avec la bande dessinée et les jeunes en milieu scolaire, mais aussi, ça pourrait très bien fonctionner en bibliothèque publique. Ces activités-là, je les ai faites. Certaines d'entre elles, je vais les faire dans des cadres de salon du livre, dans mes interventions dans des centres, dans le centre où je travaille pour de toxicomanie, dans des bibliothèques publiques, donc un peu partout. Et moi, je les fais à grande échelle, mais elles peuvent très bien aussi avoir une vie dans une seule classe. Il n'y a rien qui l'empêcherait. Donc voilà, pourquoi je vous parle de bande dessinée, parce que c'est un médium avec lequel j'adore travailler, avec lequel je suis devenu créateur. Et depuis mon plus jeune âge, bien que j'ai lu plusieurs romans, là, un des trucs que j'aime le plus lire, ça reste la bande dessinée. D'ailleurs, juste à titre anecdotique, je fréquente les bibliothèques publiques, bien entendu, de ma ville. Et ce sont quelques exemples des derniers emprunts que j'ai pris ici. Banana Shoe, qui est par l'auteur de Last Man, un manga français qu'on appelle aussi Manfra, qui tourne autour du sport, un shonen de sport, donc en bande dessinée. Je lis aussi des BD pour adolescents. J'ai commencé une série très intéressante qui s'appelle Claw, où des jeunes développent des super pouvoirs qui leur permettent de se transformer en animaux. Et un incontournable pour moi, pour les plus vieux, jeunes adultes et adolescents à partir du secondaire, une série qui s'appelle Orques et Gobelins. C'est de la fantasy avec des images incroyables. Il y a même un jeu de rôle qui existe. Et il y a plusieurs autres univers. Donc là, c'est Orques et Gobelins, mais on peut aussi dans cette série retrouver elfes, nains, humains, magiciens, bref, vraiment quelque chose que je recommande chaudement. Ce n'était que pour vous montrer certains exemples des BD que je lis au jour le jour, parce que mon travail, c'est vraiment d'être au courant de tout ce qui se fait en BD. Je dois lire tout ce que les jeunes connaissent. Donc vraiment, là, j'ai développé au fil des années une sérieuse connaissance en matière de bande dessinée, ne serait-ce qu'à travers les légendaires, ce grand classique de la BD fantastique chez les jeunes. J'ai tout lu. Je peux répondre à toutes les questions que se posent les jeunes lecteurs. Plus récemment, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire la série Géant, une magnifique série en 6 tomes avec des mechas. Alors, je pose une question, quelqu'un pourra peut-être répondre. Qu'est-ce qu'un mecha? Si quelqu'un trouve la réponse, qu'il l'écrive dans le chat. Je travaille aussi avec plusieurs BDistes québécois, certains que je côtoie. J'ai la chance incroyable de côtoyer ces artistes dans le cadre de mon travail depuis que je fais les salons du livre. Julien Paris-Sorel, qui est un bon ami dont je vais vous reparler, Monsieur Patrick Blanchette, qui est dans la même maison d'édition que moi, bien entendu, Monsieur Alexa, l'auteur des aventures de l'agent Jean. Et plus récemment, j'ai eu un énorme plaisir à découvrir la série Maddox, produite par 2 de mes amis, Claude et Félix. Mais ce n'est pas tout, hein. Je vais arrêter après, mais Le Cercle du Dragon T, qui est une super belle série d'actualité qui touche à des thématiques de genre là, qui sont tout à fait intéressantes pour les jeunes et les adolescents. Écoutez, hein, j'arrête après, mais je vais même dans la BD dont vous êtes le héros. Ici, c'est le lecteur qui devient maître de l'aventure. Ça nous vient de France. Zone 25, une BD de science-fiction. Ou encore, mon Dieu que je l'aime cette BD, parue chez Michel Quintin, Humerlin, une BD de science-fiction pour adolescents qui met encore en scène des mechas. J'ai vu que quelqu'un avait répondu, je vais aller voir dans le chat si on a... Oui! Alors, j'ai vu un cyborg. Effectivement, on n'est pas loin du cyborg lorsqu'on parle de mecha. En fait, c'est un robot géant qui est piloté par des humains. On en retrouve dans certains films hollywoodiens comme Pacific Rim ou encore dans des célèbres animes comme Neon Genesis Evangelion ou encore les Transformers pour les plus vieux d'entre eux. Donc voilà, là, j'ai mis la table. Vous avez vu un peu toutes les BD que je dois lire au quotidien, mais qu'est-ce que je fais à titre d'intervenant, à titre de bibliothécaire ou encore, posé d'une autre manière, qu'est-ce que vous tous qui êtes ici, pouvez faire avec ces outils? Comment on peut travailler avec la BD? Oui, j'ai une belle question sur laquelle vous présentez vos coups de cœur. Il y a un site, j'ai pas de site officiel. J'existe à titre de biblio-boxeur sur Facebook pour le moment. Je me tiens loin des médias sociaux parce que je vais avoir du temps à consacrer à mes 2 jeunes filles, mais j'y fais à l'occasion des suggestions et des suggestions de lecture en première année. Mon Dieu, j'en ai tellement. Écoutez, attendez jusqu'à la fin, je vous parlerai de la meilleure BD que vous ne pouvez pas utiliser
pour les premières et les deuxièmes années, mais il y en a plusieurs. On a des listes de BD. Je me propose de vous laisser quelques documents suite à cette activité qui pourront sans doute vous être rendus disponibles. Ceci dit, je vois déjà le temps passer. Le simple fait de vous avoir parlé nous a pris déjà 20 minutes. Donc, je vais y aller rapidement. Je vais vous montrer quelques exemples à partir de maintenant et on va débuter la présentation officielle de ce qu'on peut faire avec la bande dessinée. Donc, voilà. Dites-moi tous et toutes si vous voyez ceci à l'écran. J'imagine que dans le chat, oui, parfait. Donc, je débute. Que peut-on faire avec la bande dessinée? Eh bien, je vais commencer à un niveau plus grand que moi. Je vais commencer à un niveau d'une grosse organisation, d'une école, d'une classe. Ce projet-là n'est pas mon projet, bien que j'ai à cœur depuis ses tout débuts, même s'il existe depuis 30 ans. J'étais loin d'être à cette époque. Merci, je vois que ça fonctionne. Merci à tous. Donc, je vais vous parler de génie en BD. Oui, pour les je vois que les questions apparaissent pour les adolescents. Là, les références que j'ai données, en fait, je les répète, là, le Cercle du Dragon T, Humerlin, qui est un chef-d'œuvre de bande dessinée pour les adolescents. Et tout ce que je viens de vous montrer, là, que ce soit Banana Seoul, pardon, j'avais mal prononcé, Cla, qui est tout à fait adapté pour les adolescents, Work et Gobelin. Ce sont quelques exemples, mais honnêtement, au-delà des suggestions de BD, vous allez voir, à partir de maintenant, je vais plus vous suggérer des activités. Et à partir de là, vous pourrez travailler avec toutes les BD qu'on pourra vous suggérer en bibliothèque publique ou même encore en librairie dans les Laurentides. La parution est incroyable depuis les 20 dernières années. On aurait pu faire une intervention uniquement sur tout ce qui se fait en matière de bande dessinée, mais je suis persuadé que d'autres intervenants pourront le faire. Ma force à moi, c'est surtout d'animer la BD. Donc, je vais vous parler d'un projet, le premier, Génie en BD. Celui-ci, je vais y aller un peu plus vite. Je vais mettre l'emphase sur les deux autres projets que je fais parce qu'ils sont plus personnels. Et j'ai pas beaucoup de temps. Donc, rapidement, Génie en BD, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un concours de lecture de bande dessinée dans lequel les élèves de notre commission scolaire... Ah, parfait. Excusez, je regarde ce que Mme Isabelle aussi nous écrit. Donc, c'est un concours de lecture de BD dans lequel les jeunes de notre commission scolaire doivent répondre à une série de questions qui tournent autour de la BD. C'est un projet un peu plus classique, c'est un genre de génie en herbe qui vise au niveau institutionnel, au niveau de la commission scolaire, du centre de service, à favoriser le plaisir de lire, notamment chez les jeunes garçons qui ont parfois plus de difficultés à accrocher avec la lecture. Donc, on leur a fait une espèce de compétition sportive, rappelant les compétitions de hockey ou de soccer, pardon, mais autour, je vais prendre une gorgée d'eau, mais autour de les lectures de la bande dessinée. Par exemple, au deuxième cycle, nos jeunes doivent lire 12 séries jeunesse et former des équipes tout au long de l'année pour répondre à des questions, s'affronter entre classes au sein d'une même école, au deuxième cycle et au troisième cycle, pour ensuite affronter les élèves d'autres écoles dans une compétition de grande ampleur qui se termine dans des amphithéâtres d'écoles secondaires où plusieurs écoles, jusqu'à 8 écoles d'un réseau, d'une région donnée, vont se rencontrer pour répondre à des questions et gagner des prix. Ces élèves-là doivent se pratiquer parce qu'ils reçoivent en classe des carnets et à partir de ces carnets-là, ils vont devoir lire en moyenne 4 tomes par série. Donc, par exemple, si je donne la série Maddox, qui est une BD qui a réellement dans Génie en BD, ben, les jeunes vont devoir lire 4 tomes de Maddox. S'il y a Lucky Luke, 4 tomes de Lucky Luke. S'il y a, par exemple, Boule et Bill, 4 tomes de Boule et Bill. Ce sont d'ailleurs des BD qui se retrouvent réellement. Et ils doivent répondre à des questions dans un carnet. Pendant ce temps, tout au long de l'année, à partir, je vous dirais, de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, les enseignantes reçoivent un cahier de questions-réponses qu'on a nous-mêmes confectionné, qu'ils peuvent imprimer, et ils vont entraîner leurs élèves en leur posant des questions. Ils ont les questions et les réponses. Et là, suite aux lectures des élèves, à l'occasion, ils vont dire, ben là, je vais vous pratiquer, attention, levez la main si vous connaissez la réponse. Comment se nomme le plus petit des Dalton? Les élèves lèvent la main puis doivent répondre à des questions pour s'entraîner. Et à partir de là, on va les questionner. On fait des quiz en ligne, on fait des quiz en classe jusqu'à temps qu'il y ait des finales écoles, des finales régionales et même des finales qu'on appelle mondiales. Voici quelques exemples de questions qu'on peut poser. Ça va me permettre aussi rapidement de vous montrer quelques BD. Par exemple, ici, on a AST, l'apprenti seigneur des ténèbres, avec complète le nom de ce repère des méchants, le phare de là. Et là, le jeune doit répondre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est pas ce que je pensais vous montrer au départ.
pour ça que je suis un peu perturbé. Ça, c'est la version quiz. Je réalise que je me suis trompé, mais c'est pas grave du tout. Mais ça, c'est un quiz qu'on réalisait en ligne. Donc, on demandait aux élèves de répondre, on demandait aux enseignantes, en fait, on connectait jusqu'à, ma foi, 60 classes en même temps de toute notre commission scolaire. Et là, les enseignantes devaient noter les réponses des élèves pour aller chercher des points dans un tout petit quiz. On avait, ça ici, c'est Biodome. Et on devait compléter le titre d'une série dans le sens du poil. Dans ce cas-ci, je vais voir si je connais bien mes réponses. Par exemple, ici, avec un classique comme Bill et Bill. Dans quoi Bill aime fouiller? Si je me rappelle bien, je pense que c'est dans la terre pour trouver des os. Peut-être que je me trompe, ça fait longtemps que je les ai lus. Ici, on a Cédric. Cédric habite avec ses parents, mais quel autre membre de la famille vit avec cette famille? Est-ce que quelqu'un le sait? Je pose la question. Je vous donne pas la réponse. On pratique les élèves de manière individuelle et en équipe. Là, par exemple, je pense qu'on est en individuel. De quelle sorte d'animal s'agit-il? On va prendre chaque élève, il y en a 8 qui vont représenter les classes, 4 élèves qui vont, à la fin de l'année, représenter toute la classe. Et là, on va leur poser à chacun d'eux une question. De quel type d'animal s'agit-il? Par exemple, j'aurais pu dire Milou, ben, c'est un chien. Caroline, ben, c'est une tortue, etc., etc. Une autre série ici qui est Ernest et Rebecca. De quelle couleur sont les cheveux de Rebecca? Si je me rappelle bien, ils sont roses. Quel jour de la semaine Garfield déteste-t-il? Son grand-père. Bravo Céline, on a une professionnelle. Tu sais, celle-là aussi, je vous la pose parce qu'elle est de niveau vraiment débutant. Là. On a des questions plus évoluées. Quel jour de la semaine Garfield déteste-t-il? Quel journal dirige Geronimo Stilton? Dans ce cas-ci, c'est l'Écho du Rongeur. Très drôle au deuxième cycle parce que les jeunes répondent tout le temps en début d'année l'écho au lieu de l'Écho des Rongeurs. Puis c'est seulement au fil de l'année qu'ils développent un peu plus leur vocabulaire et qu'ils se mettent à dire l'écho. Ici, on a une bonne série Grumpf. Qu'est-ce que les cheveux d'Arthur et de sa maman en commun? Ils ont la même couleur de cheveux. Bravo, les lundis sont apparus. On a même des vrais ou faux. De quelle couleur sont les cheveux d'Hilda? Hilda, qui est une magnifique BD. Il y a d'ailleurs une très bonne série sur Netflix, etc. Vous voyez, il y en a beaucoup de séries. Là, on est au deuxième cycle. Je vous rappelle qu'on est avec des élèves de troisième et de quatrième année. Qui a comme expression Oubi-Oubi? Là, ça commence à être plus difficile. Je pense que c'est sa conjointe au marsupilami, parce que lui, je pense que c'est Ouba. Donc là, au fil de l'année, au fil des questions, on commence quand même à monter notre niveau. Qui dit toujours, comme dit le grand Schtroumpf? Très facile, le Schtroumpf à lunettes, vous l'aurez deviné. On a une belle série ici, Studio Danse, avec dans quel autre cours que la danse voit-on souvent les personnages? Question que des fois les jeunes ont de la difficulté à répondre, mais c'est un cours de mathématiques à l'école. Oui, les cheveux étaient roses, effectivement. Oui, Céline, et je pense qu'elle a répondu à 2 questions. On a une fan de BD parmi nous ce soir. Oui, la femelle, merci. Voilà, Céline est définitivement très, très bonne. Donc, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. On a même des morceaux d'images avec des qui suis-je qui apparaissent, etc., jusqu'à ce qu'on forme de grands lecteurs. Puis là, vous voyez ici un peu les réponses qui ont été mises pour Traquenard, le qui suis-je avec les couleurs. Et vous voyez, pour rendre d'ailleurs le projet attractif, je suis content parce que j'ai pas pris trop de temps pour vous en parler. Pour rendre le projet attractif, on n'a pas hésité à faire affaire avec des grands BDistes. Le logo que vous voyez au milieu a été fait par Maxime Cyr, le co-créateur des Dragouilles, avec qui j'ai travaillé à l'époque. Et juste un peu, Céline. Et les personnages que vous voyez sur le côté, c'est assez facile de voir qui les a créés quand on connaît le style. C'est Alexa, l'auteur de La Jean-Jean, avec qui on collaborait avant qu'il devienne une vedette internationale. Je pense d'ailleurs qu'il a participé à des formations Prel, alors avec les singes savants et les bananes carnivores. Donc, juste cette affiche qu'on a imprimée en poster pour le concours Génie en BD est venue donner énormément de poids à notre compétition. Et cette compétition, vraiment, là, je vous le dis, elle est très, très populaire au sein de la CSMB, au sein du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, tellement que nous, on s'en sert pour faire ce qu'on appelle du développement de collection d'une autre manière. Oui, c'est Alexa, tout à fait. Donc, on n'a pas ce centre. Là, je vais aller vite, là, mais je ne veux pas vous alourdir la présentation avec des termes de bibliothécaire, mais il y a 2 choix qui se dessinent souvent dans les commissions scolaires. Le plus généralement emprunté, c'est celui de centraliser les achats. On a un groupe de bibliothécaires qui travaillent pour le centre de services qui vont acheter
les livres pour les différentes bibliothèques scolaires, notamment primaires, qu'on retrouve dans les écoles. Nous, on ne fait pas ça. On laisse un peu plus la gestion de ces bibliothèques-là au personnel qui est en place, techniciens, bénévoles, agents de bureau, il y a un peu de tout. Et on essaie plutôt de les séduire avec ce type de concours. C'est-à-dire que pour participer à Génie en BD, une école doit s'engager à dépenser, ma foi, je pense que c'est minimum, ça peut être entre 5 et 10 000 de bande dessinée qu'on va répartir sur 1 ou 2 années. Mais ils s'engagent à acheter les 4 tomes des 12 séries, sachant qu'un tome de BD coûte en moyenne 17 $. Ça fait quand même plusieurs BD que les écoles vont acheter. Et ainsi, nous, on s'assure qu'il y a une riche collection de bandes dessinées dans chacune des écoles qui participent au projet. Et je vous dirais qu'en moyenne, sur 60 écoles primaires et plus, 66 désormais, on en a au moins, là, dans nos pics avant la pandémie, on avait jusqu'à 54 à 58 écoles qui participaient primaires. Donc, c'est vraiment un projet qui a pris énormément d'ampleur. Et souvent, on me pose la question, suite à mes activités, oui, mais comment on pourrait démarrer ça en classe? On part de la même méthode. C'est tout à fait simple de dire, moi, dans ma classe, je vais partir avec, je suis en 3e année, je vais partir avec 4 séries de BD que j'ai dans ma classe. Je vais les faire lire à ma classe, leur poser des questions, créer des questions, puis faire un petit concours. Ah, le projet m'a emballé. J'en ai parlé à ma collaboratrice, l'autre enseignante de 4e année ou de 3e année. Puis là, ensemble, boum, on a parti un concours. 2 classes s'affrontent. Ah, puis pourquoi pas faire rentrer les 3e années? Deux classes s'affrontent, voire même des classes plus vieilles, d'élèves un peu plus en difficulté. Nous, on a séparé le 2e cycle et le 3e cycle, c'est-à-dire qu'il y a une compétition pour les 3-4 et il y a une compétition pour les 5-6e années. En 5-6e année, on retrouve jusqu'à 16 séries de bandes dessinées, là, parmi lesquelles Lucas, il y en a plein, il y en a tellement, puis on les change régulièrement parce que le milieu de la bande dessinée quand même évolue beaucoup, donc on essaie d'aller chercher des nouveautés et des BD qui sont toujours plus attirants. Ce qui cause aussi certains problèmes, puisqu'à l'époque, on avait beaucoup de ce qu'on appelle du strip gag, c'est-à-dire une page, un gag, à la Garfield. Mais depuis quelques années, les BD, c'est beaucoup plus des cycles qui suivent. Ça occasionne un petit peu plus de problématiques autour de la lecture des BD parce qu'on doit lire les tomes de manière chronologique. Voilà, je viens de vous présenter une idée de ce que peut être un projet de type un peu plus institutionnel dans une commission scolaire ou dans une école. C'est un projet que j'adore, mais ce n'est pas la seule approche qu'on peut avoir. Si vous me le permettez, je vais vous présenter maintenant une autre manière de travailler avec la BD. Rapidement, c'est peut-être une des manières avec lesquelles récemment j'ai eu le plus de plaisir. Je vais débuter ça à l'instant. Alors voilà, là, je vais être dans un terrain un peu plus connu. Au fil de mes expérimentations en classe, en passant, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être à la fin ou maintenant. Au fil de mes expérimentations, avant de devenir écrivain, j'ai passé par une étape obligée, je vous dirais, celle du jeu de rôle. Après avoir découvert le jeu de société sous toutes ses formes et d'avoir travaillé avec lui de la maternelle au secondaire, j'ai découvert le jeu de rôle qui a littéralement changé ma vie comme intervenant. Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? Je parle tout simplement de manière générale et plus connu là, de Donjons et Dragons ou de ce que vos enfants ont vu en écoutant la série Stranger Things, quand on voit nos jeunes héros lancer des dés, déguisés en magiciens, etc. Le jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel un des joueurs devient le maître de jeu ou l'équivalent d'une console de jeux vidéo et il décrit des lieux aux participants, 4-5 participants ou toute une classe dans mon cas, et ceux-ci vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Donc, on n'est pas loin de l'improvisation, du théâtre, du jeu vidéo, de tout. On fait exploser l'imaginaire des enfants. Je n'ai jamais touché à quelque chose d'aussi créatif que le jeu de rôle. C'est une bombe qui a changé ma vie littéralement. Ça l'a fait exploser mon cerveau. Ça m'a fait découvrir des nouveaux univers. Je suis même devenu rôliste à part entière. Là, j'organise des soirées de jeux de rôle avec des amis en ligne ou en personne depuis environ 5 ans. J'ai découvert le jeu de rôle peut-être, voilà, 8 ans. Et tout de suite, j'ai vu son potentiel pédagogique. Et récemment, j'ai eu une révélation lorsque je lisais une BD que j'affectionne tout particulièrement. Je l'avais tout à l'heure, je vais la reprendre. Celle de Julien Paris-Sorel, Aventure aux arts. Je ne l'avais jamais lue et à sa lecture, je me suis rendu compte que Julien partageait comme moi une connaissance du jeu de rôle, ce qui m'a confirmé. Il jouait quand il était petit.
Et il y avait tout dans sa BD. On a des jeunes héros dinosaures qui vont vivre une aventure épique dans un monde. On a une carte à la fin de ça. Ben, je vais vous la montrer pendant l'activité. On avait tout était en place pour créer une aventure de jeu de rôle. Et je me suis dit, pourquoi pas aller le plus loin que je peux aller et faire vivre des aventures de jeu de rôle aux jeunes, littéralement. Donc, j'ai créé une aventure à partir de sa BD avec son accord, dans lequel les jeunes incarnent des personnages qui sont dans la BD, en l'occurrence Rex, Patchy puis Gogo. Et ces personnages-là, voici la carte dont je vous parlais, vont partir à l'aventure dans l'univers d'Aventurosaures, affronter des boliosaures. Il y avait des plans dans sa BD d'auberge dont je me suis servi, littéralement. Et là, je fais vraiment, là, je vous dis, ben, vous êtes, vous, là, 4 élèves, 4 autres élèves, vous êtes dans une auberge. Lorsque la porte s'ouvre, quelqu'un entre, vous demande votre aide. Qu'allez-vous faire? Ah, oui, on accepte de partir à la quête. Et là, ensemble, on va partir dans une quête. On va traverser des forêts, on va affronter des similodons. Et j'ai donné des caractéristiques à chacune des créatures de la BD de Julien, pardon, j'étais pour dire Alex. Et ces créatures-là, moi, je les fais intervenir. Donc, nos héros vont devoir combattre un similodon, vont devoir fouiller dans des décombres pour trouver des objets s'ils sont chanceux, affronter un T-Rex. S'ils ne l'affrontent pas, peut-être que ça va devenir un ami. Ils pourront monter sur son dos et partir à l'aventure pour retrouver, tout comme dans la BD, ils vont gagner de l'or, etc. Ils vont devoir traverser un pont. Ça est arrivé. C'est génial parce que malgré tout ce que vous voyez à l'écran, les jeunes peuvent complètement dévier de mon scénario. Ici, ils pourraient tomber dans le fond du canyon et là, ils vont devoir me trouver un moyen de remonter, de trouver leur chemin pour s'en sortir. Et donc, vraiment, je les fais vivre toute une aventure jusqu'à temps qu'ils rencontrent des redoutables ninjaptors et ils vont devoir effectuer un combat dans un arène pour obtenir l'aide de ces ninjaptors afin de délivrer le village de Corinthia d'une attaque de boliosaures, de vilains qui intimident les villageois. Donc, vraiment, là, ça, c'est un exemple. Puis là, à la fin de l'aventure, ils vont pouvoir progresser jusqu'à temps qu'ils vivent leurs propres aventures. Ce que vous voyez en ce moment à l'écran, désolé, je suis allé un peu vite parce que je vois que je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de ma BD. On voit des personnages qui ont été créés par des élèves des écoles secondaires pendant des interventions de Julien. Et il m'a donné la permission de m'en servir pour montrer un exemple de création de personnages aux élèves. Donc, on peut faire du texte descriptif avec ça parce que là, on doit décrire des personnages. Ah, ben moi, mon personnage s'appelle Docteur Pestirix, il fait des potions pour empoisonner ses ennemis, blablabla. On est dans le descriptif, on est dans le narratif, on est dans l'art, puisqu'on doit dessiner nos personnages. Les élèves deviennent littéralement fous et donc, c'est une activité que j'ai la chance de faire dans mes écoles et dans les écoles qui vont m'inviter, puisque cette activité-là, je vais pouvoir la faire à titre de représentant de Julien. Mais je veux dire, même là, j'ai fini cette activité-là, puis mon cerveau continue d'exploser. À chaque fois que je lis une BD, je me dis, est-ce que je pourrais pas l'adapter pour en faire un jeu de rôle avec de nouvelles règles? Je les ai simplifiées, j'ai simplifié des règles pour que ça fonctionne avec les maternelles. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec le jeu de rôle. Cher ami, il me reste peu de temps, mais nous sommes bien dans le temps. Je vais vous présenter, si vous n'avez, à moins que vous avez des questions sur le jeu de rôle ou sur Julien, je pourrais prendre déjà quelques minutes pour répondre à ces questions. Ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, il y a plusieurs moyens de se familiariser avec celui-ci. Il y a des outils qui existent, des jeux d'initiation, des conférences qui parlent de ça. Je pourrais un jour revenir vous en parler avec plaisir, mais c'est probablement le plus grand outil avec lequel on ne peut pas travailler en milieu scolaire ou en bibliothèque publique. Les enseignants et enseignantes avec qui je collabore avec le jeu de rôle, ils voudraient que j'intervienne à chaque semaine. J'ai même une enseignante, Myriam, qui est en train de délaisser les manuels scolaires pour ne travailler qu'avec cette approche-là. Pendant une année, on peut tout faire, littéralement. Créer des plans, faire de la géométrie, des mathématiques avec les statistiques. Il n'y a aucune limite. De l'art, du théâtre, vivre des aventures, créer une cohésion de groupe, aucune limite. Vraiment, là, c'est l'outil avec lequel j'ai le plus aimé travailler, tellement que cet outil-là m'a permis d'improviser, m'a permis de stimuler mon imaginaire. Je vois qu'il y a une question, je vais aller voir. Youhou! Ça coûte combien pour t'inviter dans notre école pour faire une expérience de jeu de rôle? Pas très cher. On y reviendra, là, je ne veux pas faire la promotion de mes activités, mais on est autour je charge peu parce que je sais que les écoles n'ont pas énormément d'argent. Fait que ça tourne aux alentours de 300-350 $ pour voir des groupes pendant une avant-midi ou une après-midi. Mais je tiens à préciser que je ne peux pas. Non, je suis pas dans la culture à l'école. Julien l'est peut-être ou pas. C'est pour ça que je charge moins cher parce que
je me rends compte que, bien entendu, là, j'entends ma petite fille qui est sortie. Mais je me rends compte que parfois, avec Culture à l'école, ça coûte moins cher aux écoles. Donc, j'essaie de baisser mes prix. Mais on y reviendra. Vous pourrez me communiquer à mon adresse personnelle sans problème à ce niveau-là. Cher ami, j'ai pas le choix, là. Je dois vous présenter je dois vous présenter en peu de temps mon projet le plus ambitieux à ce jour. Le voici, le voilà. Suite à ces expérimentations en jeu de rôle, j'ai eu une révélation. Des enseignantes m'ont fait intervenir dans des écoles, notamment au primaire, dans un milieu difficile. Une école en particulier, la directrice m'a dit, Olivier, viens faire une activité. Nos élèves de première année n'arrivent pas à se concentrer, ça va pas bien. Ils font juste sauter sur des ballons en classe, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai donc décidé de dire, oui, il y en a clé en main pour le jeu de rôle chez Larousse, etc. Mais je reviendrai aux questions à la fin. J'ai donc cherché à répondre à son besoin en créant une activité autour du yoga. Il faut que vous sachiez que quand ma conjointe m'a annoncé qu'elle était enceinte de ma première enfant, Aricia, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Alors, pour me calmer, j'ai fait du yoga et ça a changé ma vie. J'en avais déjà fait en escalade, mais pas vraiment. Là, je me suis vraiment concentré sur ma respiration lorsque je faisais du yoga, puis j'ai eu un coup de foudre foudroyant. Là. Je suis vraiment devenu en amour avec le yoga. Et par la suite, je me suis mis à pratiquer la méditation. Je fais 40 minutes de méditation, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et j'ai vraiment, là, moi, à titre d'hyperactif, je vous avais promis que je vous en reparlerais, mais j'ai trouvé un moyen de me soigner naturellement, au-delà des médicaments, etc. La méditation et le yoga et le sport m'ont permis de gérer ce trop-plein d'énergie et j'ai voulu partager cet amour du yoga aux jeunes. Et j'avais créé une activité qui s'appelait le yoga des mini-ninjas, mais lorsque je devais lire des albums de yoga aux plus jeunes, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas avec les garçons. La plupart des albums ont été rédigés, et je ne veux pas genrer, mais c'est 70% de pratiquantes de yoga. Et donc, j'ai réalisé que les livres de yoga étaient souvent écrits par des femmes avec une approche un peu plus féminine. J'ai des très beaux exemples de livres. Le yoga, c'est pour moi, entre autres. Mais encore là, c'est comme, le yoga, quand je fais du yoga, je me sens comme une fleur, je m'ouvre à la vie. Moi, je voulais une approche guerrière parce que quand je fais mon yoga, désolé, mais je me sens pas comme une fleur, je me sens comme un ninja. Et dans ma douche un matin, après presque 10 ans de travail, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, je vais l'écrire, ce livre qui n'existe pas. Boum! L'idée m'est venue, parce que je suis un fan de manga, suite aux lectures de Dragon Ball et de Naruto, qui sont de grands chefs-d'œuvre, qui me font pleurer à chaque fois que je les lis. Je me suis dit, je vais écrire Vinyasa Ninja. Je peux même vous dire que c'est plus particulièrement la lecture de Dragon Ball Super, le tome 8, où j'ai vu Sangoku maîtriser le réflexe transcendantal, où son corps bouge plus vite que son esprit, que j'ai eu l'idée de créer Vinyasa Ninja. Qu'est-ce que c'est Vinyasa Ninja en quelques phrases? Mon bébé, qui est paru, déjà 2 ans le premier, c'est un projet que j'ai fait avec Olivier Carpentier, un illustrateur, suite à des dessins que j'ai vus de lui, de Naruto, qu'il faisait dans le cadre de Inktober. Je me suis rendu compte que tous les personnages de BD et de manga, lorsqu'ils devaient vivre une grande épreuve, se tournaient vers la méditation. Et c'est tel quel dans tous les BD et les mangas, et même les films, les personnages, que ce soit Naruto, ici on voit Sangoku, Vegeta, vont méditer. C'est la même chose dans l'univers de Star Wars. Les Jedi méditent. Rey, qui est la plus puissante des Jedi, va passer son temps à méditer. Un grand classique ici. J'espère que certains d'entre vous ont eu la chance d'écouter cette série. Avatar, le dernier maître de l'air. Dans l'épisode 7 de la saison 1, notre jeune héros lui dit lui-même, la plus grande illusion de notre monde, c'est la fausse illusion de la séparation. Les choses qui te semblent différentes et séparées ne sont en réalité qu'une seule et même chose. Et ça, je l'ai dit encore aujourd'hui aux élèves du secondaire. Quelle belle phrase, qui n'est pas tirée d'un livre de philosophie indienne, mais bien d'Avatar, le dernier maître de l'art. Donc, au fil de mes découvertes, j'ai même réalisé que c'était la même chose dans les jeux vidéo. Ici, Overwatch, un jeu auquel je m'adonne à l'occasion. Des vieux jeux comme Street Fighter, où les personnages vont méditer pour atteindre un niveau plus élevé de combat. Ça me fait un lien avec les arts martiaux que pratiquent les jeunes. En ce moment, il y a une série qui est très populaire, Cobra Kai. Donc, je parle parfois de karaté, puis je leur explique qu'on ne fait pas du karaté pour donner des high kicks dans la face de nos amis, mais bien pour devenir une meilleure personne. Je vais voir le chat un instant. Oui, tout à fait, un Québécois. Quelqu'un qui nous dit une excellente série de Franga ou de Manfra, Radiant de Tony Valent, qui vit à Montréal. Mais le seul et vrai véritable manga 100% québécois, c'est Vinyasa Ninja. D'ailleurs, revenons-y, j'ai fait la découverte, bien entendu, que les personnages, donc, devaient méditer et j'ai décidé de créer mon propre maître. Parce que moi, dans les mangas, j'aime beaucoup les maîtres, Jiraiya, Tortue Géniale, etc.
Et j'ai inventé Maître Atta qui dit aux jeunes, vous devez être maître de votre esprit plutôt que maîtrisé par celui-ci. À partir de là, j'ai créé tout un groupe de personnages de jeunes ninjas dirigés par Maître Atta, le Hatha qui est un type de yoga. On a Vinya pour Vinyasa Ninja, Kunda, le Kundalini Yoga, et Ashta qui est le yoga Ashta. Et mes jeunes héros vont suivre l'enseignement de Maître Atta pour maîtriser leurs émotions et leur trop-plein d'énergie afin de devenir de véritables héros. Je vous l'ai déjà dit, tout à fait, BD Yoga. Moi-même, je pratique 40 minutes chaque jour. Je fais faire des positions comme celle-ci aux élèves. D'ailleurs, dans Vinyasa Ninja, la position la plus difficile, je vais vous redire le titre de mes mangas, c'est le corbeau, ce qu'on ne retrouve jamais dans les autres livres de yoga. Il n'y a pas de défi. Moi, je défie les jeunes de faire des positions. Je fais des spectacles, des fois, dans des gymnases devant des hordes de jeunes ninjas qui, avec moi, font le corbeau. J'adore faire ça. Je fais du yoga sur le bord du fleuve. Je vais être au Salon du Livre de Montréal où je vais le faire d'ailleurs. Je fais tous les salons avec ce genre d'activité-là. Et j'explique aux jeunes que ça ne m'empêche pas d'être un guerrier et de pratiquer la boxe comme vous le voyez ici avec mes petites filles à l'arrière. Je vous épargne les détails, là. J'explique que parfois tous les héros ont des grandes épreuves. Dans mon cas, ça a été un terrible hernie discale. Mais je l'ai surmonté, puis aujourd'hui, je suis toujours là. Ça, c'est un exemple d'activité que j'avais fait, le yoga des mini ninjas. Et vous voyez, les livres de yoga, c'est de lui que je parlais, le yoga, c'est pour moi. Merci, Céline. Et c'est ça que je trouvais qui convenait pas exactement à mon public masculin dans les jeunes écoles. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'écrire Vinyasa. Je vais vous épargner le processus littéraire parce qu'il me reste à peine une minute. J'ai déjà dépassé le 45, mais je vais me permettre, avec la permission de notre responsable, juste de déborder une seconde pour vous montrer à quoi ressemble vraiment Vinyasa Ninja. Alors, qu'est-ce que... Aucun problème. Tu peux dépasser un peu parce que tu as répondu à des questions. Donc, voilà. Je vais te laisser un 5 minutes supplémentaires. Ah, génial. Bon? Fantastique. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement Vinyasa Ninja? C'est une BD dans laquelle, au début, on a de la couleur. Je vais vous le montrer en tout petit ici. Là. On a vraiment comme dans un manga, là, on a la pochette avec l'avatar qui vous parle, là, ici, avec le mot de l'auteur. Et là, on a un début de BD en couleur, sauf que progressivement, on glisse vers le noir et blanc. Et c'est un choix que j'ai fait audacieux. Il faut le comprendre pour bien apprécier Vinyasa. Je l'ai surtout fait au départ pour parler au petit garçon que j'étais. Quand j'étais enfant, j'aurais aimé avoir cet outil-là, mais je l'ai aussi créé de manière détournée comme un outil pédagogique pour les intervenants de tous les milieux. Et à partir d'un certain moment, ça devient des pleines pages et chaque pleine page est une position de yoga que le jeune va pouvoir pratiquer une fois qu'il a terminé sa lecture. Il y a une expérience de lecture, puis ensuite, on peut vivre la BD autrement en reproduisant les mouvements qui se sont retrouvés dans l'histoire. Je vous montre un exemple, ça va mieux vous... je pesais ici. Ça va mieux vous parler. On a notre maître apprenti, vous le savez, afin de devenir maître de vos émotions, il ne suffit pas de manier le katana et les nunchakus, mais bien, je vous paraphrase parce que c'est écrit en petit pour moi, mais bien de contrôler ses émotions. Êtes-vous prêt pour la danse des ninjas? Oui, maître! Et là, on a maître Atta en position de méditation. Et là, on a un flow qui débute. Alors, le ninja se réveille au cœur occidental, le sens de la lecture. Mon éditeur ne voulait pas, malheureusement. Peut-être que dans une suite, je l'espère, 4, 5, 6, parce que j'ai signé pour 3, mais il devrait ensuite, on aura un format encore plus manga potentiellement. Et ça s'en vient, il y aura un jour des vrais mangas shonen purs québécois, je vous le garantis. Je le sais de source sûre. Donc, le ninja se réveille au cœur de la nuit, mobile, il peut prendre l'apparence d'une roche pour tromper l'ennemi, puis d'un seul coup, il se dresse, fier et fort comme la montagne, muscles tendus. Le ninja est aussi, bon là, on va les voir dans la forêt, qui font la position de l'arbre. On va les voir faire le squat de côté. Pour survivre, il doit miser sur sa souplesse et son sens de l'adaptation. Ça, c'est mes 2 pages préférées parce que c'est vraiment 2 positions que j'aime. Le ninja est avant tout un guerrier au sabre tendu qui pourfend ses ennemis intimes, la peur et la colère avec son esprit. Rien de moins. Et on va voir nos ninjas évoluer jusqu'à une position extrême qui est celle du corbeau, avec un cobra par la suite. Ensuite, on revient à un mode histoire. Maître Atta revient dans sa position de méditation ultime, qui est vraiment inspiré des mangas. Là. Il est tout en feu. Là. Je voulais vraiment qu'on le voit. Et ça se termine avec une vue vers le château des samouraïs. Et à la toute fin, c'est pas des blagues, c'est fou comme ça. J'ai vraiment fait une affiche géante, digne des films hollywoodiens. Ça, c'est l'affiche du tome 2. Et lorsqu'on la retourne, on peut la détacher du livre et on a un flow de yoga qu'on peut pratiquer à la maison avec son enfant. Et j'ai vraiment des commentaires de parents qui m'ont dit « ça fonctionne, mon enfant médite, mon enfant fait du yoga, il reproduit les mouvements par lui-même. » Ça, c'est les plus beaux messages que j'ai reçus. Et même, j'ai été plus loin, puisque dans les tomes, on a des collants
qu'on peut décoller et coller à chaque fois qu'on pratique pour progresser comme dans un jeu vidéo sur la voie du ninja jusqu'à devenir un ultra ninja. Donc, c'est vraiment ça, Vinyasa Ninja. Je vais terminer, je vais revenir dans le slide pour terminer ma présentation. Seulement pour vous dire même que ça, c'était il y a 2 ans. Et là, je parcours, je reviens de Sherbrooke, j'ai fait le Saguenay, je vais être à Montréal, je vais être partout cette année pour faire la promotion du tome 2, où on va rencontrer des samouraïs avec le même genre de flow, mais encore mieux. Mon tome 2, c'est comme la version améliorée. Et dans le tome 3, qui va sortir en septembre, j'ai été encore plus loin parce que m'inspirant du réflexe transcendantal de Sangoku, j'ai inventé l'état pleine conscience. Donc, nos jeunes héros, on va voir une histoire qui va mélanger leurs maîtres lorsqu'ils étaient jeunes, qui se disputaient l'un et l'autre pour l'affection d'une autre guerrière. Puis là, ça a été jusqu'à un grand combat. Puis au cœur du combat, ils ont découvert que tout ça, c'était vain, puis qu'en réalité, ils ne formaient qu'un. Et c'est à ce moment précis qu'ils ont découvert l'état pleine conscience. Et par la suite, ils vont l'enseigner à leurs disciples pour que dans un tome 4, dans un tome 5 et un tome 6, ils participent à un tournoi, à une menace encore plus grande qu'ils vont réussir à contrer. Je termine en vous disant que c'est littéralement le projet d'une vie, là, Vinyasa Ninja. Pour moi, ça l'a ouvert la porte à tout. Et en plus d'être bibliothécaire, je suis devenu créateur. C'est incroyable. Puis, j'ai vraiment l'intention par la suite d'arriver avec d'autres projets. J'ai déjà une multitude d'idées aux grandes dames de mon éditeur qui me trouve beaucoup plus trop, justement, hyperactif à ce niveau. Donc voilà, chers amis, je vous ai montré 3 exemples de ce qu'on pouvait faire avec la bande dessinée. C'est le moment de me poser des questions. Il reste juste assez de temps pour que j'y réponde. Super, merci beaucoup, Olivier. Vraiment, je suis sûre qu'on aurait pu, je pense, en prendre. Les gens vont être d'accord avec moi, ça aurait pu être plus long. On aurait pu en prendre encore plus longtemps, j'ai l'impression. Il y avait beaucoup de choses à oui. dire. Super intéressant. Écoute, il y a des questions qui ont passé, je les ai pris en note. Des fois, tu as répondu, mais on va revenir quand même, juste pour être certain. J'ai Valérie qui a posé la question 2 fois pour savoir vraiment avec nos ados, nos plus vieux, là, secondaire 4, secondaire 5, comment on fait pour intégrer la BD avec ce groupe d'âge-là? D'une certaine manière, par exemple, avec mes adolescents, un centre de désintoxication qui sont des adolescents de 15, 17, 18, 19, j'ai été avec le jeu de rôle, entre autres, puis la bande dessinée. Par exemple, un de mes prochains projets, ça va vraiment être de faire lire à des élèves cette fameuse série Orques et Gobelins, Elfes et Humains et Magiciens pour les amener à vivre des aventures. Mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est peut-être de faire de l'inférence avec le roman et la BD. Je prends un exemple, un roman, là, un auteur qui est unanimement populaire chez les plus jeunes, Patrick Sénécal. Les plus jeunes, les plus vieux, pardon. Vraiment pas à mettre dans la main des plus jeunes, en tout cas tous ces romans. Mais il y a de ces romans qui sont d'ailleurs très populaires chez les adolescents. Là, je ne veux pas me lancer dans un débat sur la question, mais par exemple Alice, qui a été adaptée en bande dessinée. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut travailler avec les 2 médiums pour faire des liens. En classe, on pourrait travailler avec la BD de science-fiction pour aller voir les différences entre un récit de science-fiction en forme de BD versus un roman. Et il y a toute la question du roman graphique là, qui devient super intéressant avec des auteurs qui vont parler de sujets un peu plus sérieux, là, Guy Delisle, toute cette bande-là. Mais ou encore juste de partir de leur intérêt là, quand même. Merci, très bonne idée d'être là. Oui, bon, ben voilà. Je vais te laisser, là, je répondrai aux dernières questions. Oui, c'est correct. Parfait. Merci. Valérie, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Tu peux retourner dans le chat si tu as besoin de précision. Ça va nous faire plaisir. J'ai pris des informations, j'ai pris d'autres questions aussi. Attends un petit peu. Par rapport au jeu de rôle, probablement, peut-être que moi, je ne m'y connais pas en jeu de rôle, mais je suis convaincue qu'il y en a d'autres aussi qui sont parmi nous. Peux-tu nous en dire un peu plus? Comment on pourrait faire? Parce qu'il y a des gens qui se demandaient comment le mettre en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des activités clés en main qui existent? Pour vrai, là, il y a des outils. Allez sur Internet et tapez, par exemple, as-tu des classiques? Oui, Tintin, Astérix, etc. Dans mes compétitions. Pardon, je vais répondre à une question à la fois parce que je vois les questions en même temps. Le jeu de rôle, il y a des manières de s'y introduire très simples. Moi, par exemple, je l'ai découvert via les livres dont vous êtes le héros, la fameuse collection Défis fantastiques qui est toujours populaire, qui a été publiée chez Gallimard dans les années 80. C'est le niveau 0 du jeu de rôle. On peut faire vivre ces aventures-là à toute une classe uniquement en lisant avec 2 dés. Une fois qu'on a compris le mécanisme, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mêmes règles, mais on les applique à 2 ou 3 personnages. Vraiment, c'est simple. Il y a très peu de caractéristiques. Défis fantastiques, il y a plus de 54 livres et ils sont publiés régulièrement, republiés chez Gallimard.
quand même un gage de réussite, là. C'est une belle maison d'édition. Un autre moyen, c'est d'aller voir sur Internet « Introduction aux jeux de rôle ». Il y a des outils qui ont été créés par Larousse. Des petits kits, là, ça coûte même pas 30 $. Et là, tout est clé en main. On n'a presque rien à faire. Donc, avec ce type d'outils-là, vraiment, là, soirée jeux de rôle, introduction, là, vous irez voir sur Internet, là, même sur Renaud-Bré ou d'autres librairies indépendantes, c'est très facile de les trouver en librairie, ces ouvrages-là. C'est de plus en plus populaire. On peut écouter aussi des vidéos explicatives. Si vous tapez Donjons et Dragons, session de jeu, vous allez pouvoir tomber sur des chaînes YouTube où vous allez voir des gens pratiquer des sessions. Fait que ça va vous donner une meilleure idée parce que ça se décrit mal, le jeu de rôle. Il faut le vivre, en quelque sorte. Okay. Mais dans la manière la plus simple, avec des maternelles, ça prend 2D du type « Ah, les amis, vous êtes un groupe d'aventuriers. Attention, un dragon arrive. Ah, il faut le battre. » Là, vous lancez 2D pour le dragon. Ça donne 8. Lancez 2D. Faut que vous ayez plus que 8. Vous obtenez 10. Ah, vous avez fait mal au dragon. Vous obtenez 6. Le dragon vous fait mal. C'est ce que je disais pour le premier cycle du primaire. Il y a Donjon et Schnappant, qui est une belle ressource gratuite que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. J'étais allé chercher sur Internet, j'ai dit « Jeu de rôle, première année ». En ce moment, avec ma fille, je joue à un jeu, malheureusement, qui est juste en anglais, qui s'appelle Magical Kitty Save the Day. De mignons chatons sauvent la journée. Là, à la maison, avec mes plus jeunes, je leur fais vivre des aventures où ils ne sont que des chats. Attention, vous êtes 2 chats, ils vont vivre des aventures. Ils ont dû déjouer des plans de super ratons intelligents qui construisaient des robots dans une décharge de déchets. Vraiment, c'est plus l'imaginaire qu'on cherche à travailler. Et puis, dans le fond, c'est qu'on part. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, aucun problème. Dans le fond, on peut partir de livres, de personnages de livres, puis bâtir nos jeux de rôle. C'est tout à fait. Tout à fait. Puis j'imagine que ça va. Là, tu as dit maternelle, mais on peut se rendre jusqu'au secondaire avec des plus vieux, là, avec adultes aussi. Là, mais là, si on reste dans notre groupe d'âge, là, avec des plus vieux aussi. Par exemple, au secondaire, on va aller avec à un moment, le secondaire 1, 2, 3, on peut rester dans le fantasy, qui est quand même la référence du genre. Mais après, on peut tomber dans un jeu de rôle plus réaliste. Par exemple, il y a tout l'univers Lovecraftien. Là. Lovecraft, un grand écrivain d'épouvante, avec Cthulhu, là, puis tout ça. Ben, avec ce type-là, on peut rentrer dans le roman policier là, du type Edgar Allan Poe, le roman fantastique, puis vivre des aventures beaucoup plus réalistes. Mais là, on est avec des élèves plus vieux. Là. On est avec justement des élèves de secondaire 4 ou 5, par exemple. OK. Parfait. Excellent. Merci. Puis là, on avait Stéphane qui nous demandait quelque chose pour le premier cycle du primaire. J'imagine que c'était... Donjon et Schnappant, là, une ressource gratuite, libre de droit, que tout le monde peut utiliser. C'est impossible de ne pas comprendre ce jeu de rôle-là, pratiquement. Tellement c'est simple. Je dis ça, mais que quelqu'un de non initié, ça peut quand même... mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Parfait. Puis moi, je vais dire aux gens que dans le courant des prochains jours, ben, je l'avais écrit, mais je vais le renommer quand même. Vous allez recevoir le Webi Plus. Fait que je pourrais mettre en référence certains trucs dont tu nous as... certaines ressources dont tu nous as parlé. Avec plaisir. On a quelqu'un là, qui nous propose aussi un jeu Chevalier de la table ronde. Donc un Absolument. Un jeu de société, mais vraiment intéressant, auquel, d'ailleurs, je joue régulièrement avec des amis à la maison. Très, très bon jeu. Et il reproduit un peu des mécanismes du jeu de rôle. On doit partir dans un coin à l'aventure, aller empêcher d'autres. Très, très intéressant comme jeu. Excellent, merci. Est-ce que, là, on n'a pas eu cette question-là, c'est moi qui vais te la poser. Est-ce que tu as des conseils pour des lecteurs ou des jeunes lecteurs récalcitrants? Tu sais, ceux-là, non, ne me tente pas de lire, j'ai pas le goût, j'aime pas ça, c'est plate. As-tu des trucs? Alors? Définitivement, ils disent ça, mais la plupart sont lecteurs. Je sais que ça peut choquer, mais je vais le dire, on est quand même en 2022. Premièrement, des choses qu'on peut faire, c'est d'arrêter de bloquer les mangas en classe. Moi, je suis un militant pour la liberté d'expression des mangas. Je vous explique, là, il y a toujours des problématiques reliées au premier tome. Naruto, il a été bloqué pendant 20 ans dans les écoles parce que Naruto, à un moment, il fait un sexy méta, c'est-à-dire qu'il se transforme en jeune fille sexy. On voit rien, mais dans le tome 1, on appelle ça du fan service. Je vous explique, on veut inciter un jeune lecteur à lire notre BD. Dans le tome 1, on met une jeune fille peut-être un petit peu dénudée, là, mais on voit rien. Et là, le jeune lecteur de 9 ans, il fait comme « Wouh! » Il devient fou, je sais, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Et là, il va lire les 72 tomes, inconsciemment peut-être dans l'idée de revoir ce sexy méta, mais là, il est accroché puis il va vivre une aventure formidable et ça n'arrêtera pas. Donc déjà, de partir de leur intérêt. Moi, j'explique souvent là, avec une autre activité que j'aurais pu vous faire, là, j'aurais pu vous la faire à partir d'une carte Pokémon en français. Juste une carte Pokémon. Dans cette carte-là, il y a de la résolution de problèmes,
de la lecture avec des termes variés et riches, de la multiplication, des divisions, des probabilités, de la possibilité de dessiner. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec une carte Pokémon. Fait qu'il ne faut pas hésiter à partir, surtout avec des jeunes. C'est sûr que dans des milieux privilégiés, lorsque je dis ça, on va me dire oui, mais c'est pas de la littérature. Je me suis souvent fait dire vous les attrapez avec des Sundays ou des McDo. C'est vrai, mais pour tous ceux qui nous écoutent ce soir puis qui vivent avec des jeunes en milieu difficile, des jeunes qui ont de vraies difficultés de lecture, de la dysphasie, peu importe, ben ils le savent très bien que tous les moyens sont bons pour aller les inciter à lire. Et donc, il faut partir de ces objets populaires-là pour créer des activités pédagogiques. On va leur demander de dessiner un Pokémon puis de le décrire. Puis là, on est dans le texte descriptif. Et on va leur demander de se renseigner, de lire à partir des sujets qui les intéressent vraiment. C'est pour ça que c'est vraiment le meilleur truc que je peux pas donner. Excellent. À partir des intérêts des jeunes, dans le fond, excellent. Très bien, merci. On a justement, tu parlais d'élèves plus en difficulté. Est-ce que tu as des suggestions pour des élèves dyslexiques, autistes? Ben, c'est sûr que les Pokémon, La Grande Aventure, qui est un manga tout à fait adapté là, pour des lecteurs un petit peu plus évolués. Les cartes Pokémon, je le répète, je veux pas le placer, mais je vais quand même vous le dire parce que ça a été nommé. Étonnamment, ma BD, quand je l'ai créée, je pensais que j'allais la faire pour des plus vieux. Je m'attendais à un lectorat de 12 à 14 ans, mais j'avais fait une erreur. C'est celle de créer des héros qui ont eux-mêmes 12 à 14 ans. Lorsqu'on veut rejoindre un public plus vieux, il faut que nos personnages soient plus vieux que nos lecteurs. Ah, c'est intéressant, ça. Exact. Si j'aurais voulu rejoindre, par exemple, une clientèle de 9 à 15 ans, j'aurais dû faire des héros qui ont environ 16 à 18 ans. Et là, je serais allé rejoindre un lectorat. Moi, mes héros, ils ont à peu près 12 ans, 10 à 12 ans. Donc, étonnamment, mon lectorat, c'est étonnant, mais c'est un lectorat qui est plus première, deuxième, troisième, quatrième année. Et pour ceux-ci, ce qu'on veut, c'est difficile, mais on veut des collections où il y a de l'action, où il y a des thèmes un peu matures pour que ça soit intéressant, là, surtout des 3 4e années qui ont des difficultés de lecture, ou même des 5 6e années qui ont des problèmes de lecture. Mais je me suis rendu compte que Vignatia, parce qu'il y avait des pleines pages avec peu de texte, il permettait, entre autres, d'aller capter leur intérêt. Fait que des BD où il y a un peu moins de texte, mais il y a un thème adulte. Même chose avec les romans. Il y a une collection chez la collection Zèbre qui est intéressante. Je me rappelle plus qui a publié ça, mais avec des écrivains là, qui ont vraiment cherché à écrire des romans avec des thèmes un petit peu plus adolescents, mais plus faciles à lire. D'ailleurs, c'est une réalité avec laquelle j'aimerais composer là, dans mes prochaines créations. Aller rejoindre ce lectorat, il y a quand même une zone d'ombre à ce niveau-là. C'est dur d'aller rejoindre un lectorat d'élèves qui a de la difficulté à lire parce que des fois, ils deviennent un peu plus vieux, puis on peut juste leur proposer des ouvrages pour plus jeunes. Oui, c'est ça, exact. On n'arrive pas à aller les intéresser. Exact, voilà. C'est excellent. Parfait. Là, je vois qu'on n'a pas trop d'autres questions dans notre chat. J'ai l'impression qu'on est pas mal par la fin. Il est 8 heures. Donc, est-ce que je pourrais répondre à une dernière question que j'avais vue de Véronique Audet? Parce que je veux le dire, j'ai travaillé fort. Elle nous dit « Merci, très bonne idée d'intégrer le yoga à la BD. Existe-t-il une trousse pédagogique très intéressante? » Oui, une trousse pédagogique. Il y a 2 fiches pédagogiques dont, et là, mon éditeur n'est pas là, mais je lui mets la pression. Parce que suite à la 2e publication puis aux commentaires des enseignants, j'ai décomposé mon poster pour que dans la trousse pédagogique, il y ait vraiment chaque position sur une page 8,5 par 11. Donc, les enseignants, ils peuvent les prendre puis les coller comme ils veulent sur le mur parce qu'on s'est rendu compte que parfois, ça les aidait, les jeunes, à mieux pratiquer, là, à espacer tout ça. On peut, donc, oui, j'ai 2... la première existe déjà, la 2e est en correction, elle devrait sortir dans les prochaines semaines. Je vais mettre la pression à mon éditeur, je vais dire hey, j'ai rencontré plein de gens, faut que ça sorte. Donc, on peut le retrouver, on peut la retrouver où? Je pense même, étonnamment, que pendant qu'on discutait, quelqu'un dans le chat l'a mis, oui, Céline a mis Groupe Modus, livre Vignation Ninja, il y a 2 tomes. Puis c'est Céline, notre spécialiste de la BD, et qui, en allant sur le Groupe Modus, là, il y a c'est moi en plus, en passant, c'est moi qui d'habitude, c'est souvent un intervenant externe qui fait les fiches pédagogiques. Dans mon cas, comme je suis bibliothécaire scolaire, j'ai moi-même fait mes fiches. Fait que j'ai essayé de les adapter là, en fonction de ce que je voyais comme besoin. Puis ils vont s'adapter là, au fil de la publication de mes prochains tomes. Excellent. Fait que dans le fond, sur le site de la maison d'édition, Groupe Modus, on peut trouver la fiche en ce moment. Je voulais juste répondre à ça parce que j'ai travaillé fort sur les fiches pédagogiques. Non, mais oui, merci. Puis je m'excuse, cette question-là m'avait échappé malheureusement. Donc, je l'ai vu, moi. Un bon travail d'équipe. Voilà. Donc, bien, ça met fin à notre webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier.
Plaisir, vraiment. Cette super présentation très inspirante. Merci. Énormément. J'ai mis le lien vers le sondage. Donc, les gens qui veulent répondre, prendre quelques minutes de leur temps pour y répondre, ça va nous faire plaisir. Je vous remercie d'avoir participé en grand nombre à ce webinaire-là. Merci de votre participation aussi. Ça a été très intéressant, des échanges très riches tout au long de la rencontre. Je vous remercie. Je veux vous rappeler qu'on a un prochain webinaire. On a vraiment un automne littéraire au PREL. Notre prochain webinaire va avoir lieu dans le cadre de la campagne d'Ados On lit. Et c'est pour les jeunes, pour nos ados, nos jeunes adultes, la clientèle vraiment de 14-20 ans, un webinaire qui s'appelle, en fond, le thème, c'est Parcours atypique d'auteur avec Emmanuel Lauzon. Donc, un auteur jeunesse, quand on dit jeunesse, c'est pas juste pour nos plus petits, vraiment pour nos plus grands. Il y a plusieurs livres dans la collection Tabou, et puis il va nous parler de son parcours aussi, Lucie, décrocheur, a raccroché finalement et est devenu auteur. Donc, ça s'adresse vraiment, ça va être le 23 novembre à 13h30. Donc, c'est vraiment pour les groupes secondaires, FGA, FP, même au cégep, ça peut être super intéressant. Pour les maisons des jeunes, Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire en grand nombre à ce prochain webinaire-là. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou allez sur le site du PREL, vous allez avoir les informations. Donc, voilà, ça met fin à notre webinaire. Je vous souhaite à tout le monde une belle fin de journée et une belle fin de soirée, plutôt pas une belle fin de journée, plus une belle fin de soirée. Puis j'espère vous revoir en grand nombre pour notre prochaine rencontre. Merci Olivier, à la prochaine. À la prochaine. Merci tout le monde, au revoir.